Bonjour à tous et à toutes. Donc, Eva Toledano, je représente la SOEDI, l'association socio-éducative des Yvelines, en qualité de directrice adjointe aujourd'hui. Donc, on voulait vous présenter un petit peu comment ça s'est construit sur le ressort de Versailles pour justement travailler à l'introduction de cette loi de programmation et comment l'association allait pouvoir s'en saisir et modifier la trame des enquêtes pour répondre aux demandes de la juridiction. Merci. Donc, quand même un petit mot d'histoire. Donc, la SOEDI est une association socio-judiciaire qui existe depuis 1973 à Versailles, qui a donc accompagné la mise en route des ESR quasiment depuis sa création dans les années 80. Donc, il y a un recul aussi et une expérience sur sa mise en route assez historique. Donc, on travaille sur le ressort de la Cour d'appel de Versailles. Donc, on intervient au niveau des ESR à Versailles, mais aussi à Chartres, au sein du TGI, sur un ressort qui est un peu plus petit, mais qui commence aussi à ordonner et à demander à faire plus de réquisitions en matière de SR. La permanence donc, se tient à Versailles 7 jours sur 7, 365 jours par an, de 9h à 18h et plus si affinité. Les jours fériés et les jours de week-end sont jusqu'à 15h30. Effectivement, on s'est engagé à faire le SR, quelle que soit l'heure d'arrivée du mis en cause. Donc parfois, ça peut faire nocturne. Et à Chartres, la permanence se tient de 9h à 17h les jours de la semaine, les jours de week-end et les fériés étant assurés par le SPI. Donc depuis une année maintenant, dans le cadre de la loi de programmation et de sa future mise en œuvre en mars 2020, il y a un travail de co-construction qui s'est mis en route entre la juridiction et l'association, qui a abouti récemment, donc à l'été 2019, à la mise en place d'une nouvelle grille, un peu en phase test depuis le mois de septembre, pour voir dans quelle mesure ça peut répondre aux besoins des magistrats en matière d'orientation, notamment en matière d'aménagement de peine ab initio. Je vous demande pardon, je suis assez enrhumée, c'est un peu difficile de bien prononcer. Donc ce travail avec le parquet et avec le siège a abouti à l'élaboration d'une nouvelle grille qui était une évolution d'une grille déjà en place. Depuis longtemps, on travaille avec une grille assez construite, avec des items et des champs à remplir. Je rentre dans le point un peu plus technique, mais des espaces plus rédactionnels pour parler plutôt du parcours de vie de l'individu, pour conclure, pour amener des préconisations ou des remarques de manière un peu plus modeste. Voilà. Donc cette nouvelle grille, Madame Haïtik en a déjà parlé ce matin, elle a un petit peu refait l'inventaire des nouveaux items. Je vais y revenir brièvement, mais effectivement, c'est un nouvel avantage d'avoir cet outil parce qu'il nous permet de retravailler un petit peu l'entretien, de retravailler la façon qu'on a d'aborder le mis en cause et de nous repositionner de manière à travailler en collaboration avec les magistrats pour répondre à leurs besoins. Le SR, elle a aussi cette vocation de répondre à une demande et d'apporter un éclairage à la juridiction pour pouvoir faire correctement ses missions et remplir aussi ses attentes. Donc c'est un travail de collaboration qui s'est mis en route sur une année à peu près. Donc, au niveau des aménagements proposés dans la grille, là où il y a eu une forte évolution, c'était notamment sur des points très pragmatiques de la vie de la personne. Donc, il s'agissait avant tout de développer sa situation, la situation du mis en cause, au niveau de son travail. Donc, lieu de travail, lieu du domicile, temps de trajet, modalité de trajet. Est-ce que la personne prend sa voiture? Est-ce qu'elle a son permis de conduire? Est-ce qu'elle a une voiture? Est-ce que la voiture est partagée avec d'autres membres de la famille? Ce sont des éléments de précision qu'on apporte maintenant. Soit il y a des cases à cocher, excusez-moi, mais aussi des encarts pour préciser de manière rédactionnelle la situation de la personne. On précise aussi les horaires de travail, les modalités du contrat. Est-ce que ce sont les 3-8? Est-ce que c'est un contrat avec des week-ends? Est-ce que ce sont des astreintes? On apporte ces éléments de précision. On fait également l'état des lieux de la situation immobilière de la personne. Est-ce qu'elle a un domicile? Si oui, est-ce qu'elle est le bailleur? Enfin, est-ce qu'elle est titulaire du bail? Est-ce qu'elle est propriétaire de son logement? Ça a été dit déjà ce matin, je répète, mais effectivement, avec qui le logement est-il partagé? Est-ce qu'il y a des enfants au domicile? Comment s'exerce la responsabilité parentale, etc.
Et puis, dans l'hypothèse où il y a un hébergement alternatif qui devrait être envisagé, on essaye de se rapprocher d'un maître des lieux éventuel pour pouvoir obtenir son consentement. Je mets le conditionnel et des guillemets parce que la faisabilité, on en reparlera sans doute tout à l'heure avec la salle, mais la faisabilité est difficile. On a parlé tout à l'heure de la pause prandiale pour contacter les employeurs. Il s'avère que c'est une difficulté pérenne pour avoir des consentements, notamment lorsqu'il est attendu un consentement écrit. Au niveau de l'urgence, ce n'est pas toujours possible de le mettre en place. Donc tous ces éléments, une fois qu'ils sont mis bout à bout dans la nouvelle trame de l'enquête, nous renseignent sur la faisabilité en matière d'aménagement de peine. Est-ce que la personne va pouvoir éventuellement se rendre au travail si elle est en semi-liberté? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer d'exercer son autorité parentale, etc., etc. Ça nous renseigne aussi sur la faisabilité d'un TIG et effectivement, on recueille l'adhésion éventuelle de la personne. Donc concrètement, pour l'association, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été sollicités pour évoluer sur nos pratiques, tout simplement, pour nous adapter à la loi, pour nous adapter à son évolution et pour ne pas rester sur le banc de touche, si je puis parler ainsi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et ce qui a été plutôt accueilli avec enthousiasme de notre part, puisque effectivement, le travail de collaboration, il a son intérêt et ça a été un travail assez fructueux. Et c'est aussi une nouvelle façon de travailler pour nous, c'est-à-dire que ce projet, cette nouvelle grille, ce travail de collaboration, il nous a aussi obligés à nous former, à revoir nos pratiques, à évoluer sur nos pratiques. Ça a été un processus de mutation d'une certaine façon, où il a fallu réenvisager le SR un petit peu différemment, peut-être avec une façon un peu plus crue d'aller au cœur de la vie des gens sur une partie pragmatique de leur quotidien, ce qui était un peu moins abordé au préalable. On avait plus une tendance à observer le déroulé de la vie, les étapes de la vie. Comment la personne elle avait construit son parcours professionnel, son parcours scolaire, son parcours relationnel. On était peut-être un peu plus attentif à l'aspect relationnel avec la famille également, avec peut-être la même intention que l'enquête de personnalité telle qu'on la connaît quand elle est développée, l'enquête de personnalité longue, je veux dire. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un recueil d'informations peut-être plus actuel, plus pragmatique, plus détaillé. Pour autant, il reste les encarts rédactionnels qui sont fortement utilisés par les enquêteurs de terrain pour amener ces nuances qui ont énormément d'importance, comme ont pu le souligner les avocats ce matin. Parce que ça apporte des tonalités. J'ai trouvé assez jolie l'image d'amener une couleur à la situation, que ça donnait un petit peu une coloration. Je trouve que c'est assez juste. Voilà, donc cette mutation, en ce qui concerne la SOEDI, pour parler de nos pratiques, nous sommes une association historiquement centrée sur le présententiel. Donc cette mutation des pratiques, elle s'est orientée pour nous vers davantage de connaissances en matière post-sententielle, avec un besoin criant de formation, notamment au niveau des différentes mesures d'aménagement de peine, au niveau des partenaires du territoire qui réalisent ces aménagements, comment est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe, dans quelles conditions, puisque une fois au dépôt face au mis en cause, il faut pouvoir lui en dire quelque chose. Que si on n'a pas vu, si on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ça s'exerce, dans lesquelles ça se réalise, ça va être compliqué de poser les bonnes questions et également compliqué d'en parler, parce que parfois il s'agit aussi d'un échange avec le mis en cause pour essayer de le faire adhérer à telle ou telle mesure qui vraisemblablement pourrait être la mieux adaptée pour lui, dans l'hypothèse où le tribunal entrera en voie de condamnation. Mais bon, ça reste aussi le travail socio-judiciaire en amont. Donc au niveau de nos pratiques professionnelles, ça a demandé un changement, une évolution, une formation qui a été engagée et qui a été suivie, et qui fait que progressivement, nous nous musclons sur ces connaissances nouvelles pour pouvoir mieux répondre et être prêts en mars. Voilà. Donc peut-être un petit point statistique pour vous donner les connaissances de notre exercice, pour comprendre dans quel cadre j'exprime ici la mutation de l'ESR au sein de la SOEDI.
Donc sur les 4 dernières années, parce que ce sont les statistiques que j'ai relevées de manière un peu aléatoire, on relève à peu près 2160 ESR par an. Et si je fais un zoom sur l'année 2018, donc ça représente 2265 ESR réalisés. Donc ça fait une moyenne de 6,2 par jour, jour férié et dimanche, samedi inclus, sur 365 jours, dont 1791 requises par le parquet et 474 ordonnées par le juge d'instruction. Ce chiffre est fortement différent pour 2019, bien que l'année ne soit pas close, mais j'ai quand même observé pour 2019, donc on est sur une statistique à peu près identique, mais avec 857 enquêtes ordonnées par le juge d'instruction. Donc on a doublé ce chiffre. Elles ont concerné 107 femmes et 2158 hommes, donc à peu près 95% des personnes rencontrées sont masculines, 47% de plus de 30 ans, 34% âgés de 21 à 30 ans et à peu près 19% de 18-21 ans. Et 69% oui, des personnes entendues sont de nationalité française. En matière de faits reprochés au moment de l'entretien, violences intrafamiliales pour 13%, trafic de stupéfiants pour 12% à peu près, 28% pour vol, escroquerie, recel, 2% pour les usages de stupéfiants, 3,5% pour les conduites en état alcoolique et 30% pour autres, incluant les violences au pluriel, excluant les violences intrafamiliales. Donc, au niveau de cette nouvelle trame, qui prend peut-être davantage de temps dans le cadre de l'entretien, dans les premiers temps de la passation, mais ça c'est inhérent uniquement au fait de changer d'outil. Ce n'est pas inhérent à la trame telle qu'elle est constituée aujourd'hui. En tout cas, on axe essentiellement l'entretien sur ce qui se passe actuellement dans la vie de la personne. Je relève pour la deuxième fois ce point important parce que notre expérience préalable était davantage centrée sur l'aspect historique de la vie de la personne, ce qui représente peut-être le changement principal dans notre façon d'aborder l'ESR. Donc au niveau de l'expérience qu'on a seulement depuis mi-septembre, donc c'est vraiment tout neuf. Ce que l'on constate, nous, une fois que l'enquête est remplie, c'est que la lecture de l'enquête est rapide. Tout saute aux yeux. Les cases cochées, ça a l'avantage de renseigner de manière extrêmement rapide. Et comme je parle des ESR réalisés dans le cadre de la CI, sont un service d'urgence, une justice de l'urgence et dans l'urgence, le SR aussi est un moment dans l'urgence et une enquête réalisée rapidement, comme son nom l'indique. Au moins la lecture, voilà, elle est facilitée, elle me semble rapide et aisée. Il y a une évidence de la situation pratique du mis en cause. On voit tout de suite où il en est, comment ça se passe pour lui dans son quotidien de manière pragmatique. Il y a aussi une évidence au niveau des possibilités d'aménagement de peine qui peut-être pourront encore subir des améliorations à l'aune de ces 3 mois déjà de pratique. Certaines remarques pourraient permettre de construire encore plus finement cette orientation. Donc, au niveau de l'évolution entre nos pratiques précédentes et cette nouvelle pratique, donc je ne reviens pas davantage dessus, je pense que j'ai fait le tour, mais c'est essentiellement l'aspect parcours professionnel, parcours scolaire qui apparaît moins saillant dans l'enquête aujourd'hui au profit de connaître l'état actuel. Donc on connaît si la personne travaille, ou si oui, où, comment, dans quel type de contrat, avec quel type d'horaire, avec quelle finalité, mais c'est vrai qu'on va moins connaître d'où il est parti pour en arriver là. Et enfin, donc, la tonalité du parcours personnel et certains éléments fondateurs de la personnalité nous apparaissent moins saillants à nous, enquêteurs de terrain. On a effectivement le sentiment d'avoir davantage de difficultés à transmettre ce type d'éléments, ce type de précision. À l'usage, ce qui nous apparaît, alors je vais ouvrir sur quelque chose qui pourrait peut-être amener le débat avec la salle et j'espère que ce sera le cas pour améliorer les pratiques et faire grandir encore ces nouvelles pratiques. Mais à l'usage, il nous est apparu que bien que la population ciblée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau statistique, soit majoritairement âgée de 21 à plus de 30 ans, ce qui sous-entendrait la population active, il nous est apparu que cette trame était essentiellement axée pour entendre une population qui serait active. Ce qui nous met un petit peu en difficulté avec trois franges de la population.
les tout jeunes, qui ne sont pas encore entrés dans la vie active et qui sont plutôt encore dans le parcours scolaire, dans le parcours d'études, ou qui n'ont pas réussi à intégrer encore un parcours scolaire ou un parcours d'études. Il est difficile de faire apparaître cette dimension-là dans la trame telle qu'elle est construite à ce jour. Par ailleurs, les personnes plus âgées, qui sont sorties du circuit de l'activité, et elles représentent une part statistique des mis en cause qu'on rencontre. Il est difficile aussi de pouvoir témoigner de leur parcours, de constater si ça a été un parcours stable, un parcours instable, un parcours précaire. Et enfin, dans cette difficulté, comment dire, au niveau de l'aspect rédactionnel, il y a une forte inégalité entre les personnes qui vont pouvoir davantage s'exprimer, qui vont avoir une aisance à témoigner de leur parcours, et celles qui vont rentrer dans le jeu de la case à cocher. Et effectivement, le résultat de l'ESR sera sans doute insatisfaisant pour tout le monde, à la fois pour celui qui aura répondu, pour l'enquêteur qui aura ramé, pour parler de manière triviale avec le mis en cause, pour essayer de mettre en avant les éléments saillants de sa personnalité. Et enfin, évidemment, pour le destinataire final qui n'y trouvera pas les informations dont il a besoin pour avancer et pour traiter le dossier. Donc c'est vrai que, heureusement, l'avantage de la phase expérimentale, c'est que ça nous ouvre des portes pour pouvoir davantage améliorer. Mais pour autant, je pense qu'on est plutôt parti sur une bonne voie sur le territoire des Yvelines. Donc bonjour, Daniel Etavouloro, donc directeur du pôle justice de l'ARIL. L'ARIL, comme vous le savez, intervient sur le ressort du tribunal de grande instance de Meaux, donc, et puis sur d'autres tribunaux de grande instance, et conventionné par la Cour d'appel de Paris et d'Amiens. Je n'évoquerai que la situation du tribunal de grande instance de Meaux, qui est celle sur laquelle on a une expérience concernant la réalisation de l'enquête sociale rapide dans le cadre de la permanence d'orientation pénale. La chance que l'on a eue dans le cadre de la loi de programmation pour la justice, c'est qu'au niveau de l'ARIL, on a une expérience aussi dans le cadre de la conduite des mesures d'aménagement de peine, notamment du placement extérieur. Donc, à un moment donné, très rapidement, pour répondre aux enjeux et aux besoins des magistrats, et notamment du parquet, et monsieur le procureur général tout à l'heure l'évoquait, on avait 200% de taux d'occupation sur le CD de Meaux-Choconin. Il a fallu pouvoir apporter des réponses adaptées pour pouvoir désengorger le plus rapidement possible, si c'était possible et faisable, et répondre aux besoins du parquet, apporter des solutions dans le cadre de la permanence d'orientation pénale qui permettent, dans le cadre de l'enquête sociale rapide, à l'enquêteur de faire des préconisations vérifiées et justifiées de mesures potentiellement prononçables à l'audience. Donc on était déjà, si vous voulez, en amont de ce qui va aujourd'hui ou demain se mettre en place. Donc dès 2016, on a commencé dans un dialogue avec le parquet à recueillir leurs besoins, à aussi échanger avec le SPIP, qui nous faisait part de cette situation carcérale qui était explosive, au sens réel du terme, c'est-à-dire qu'il y avait des mouvements en interne, donc ça devenait vraiment une situation d'urgence. Et donc on a commencé à travailler une trame d'enquête sociale rapide à partir de la trame que vous connaissez tous, qui est une trame commune à pratiquement toutes les associations, en y insérant des éléments vérifiés pour possiblement que les magistrats puissent se saisir à l'audience de prononcer de mesures de semi-liberté, de bracelets électroniques, et pourquoi pas, on l'imaginait déjà à l'époque, de placement à l'extérieur ab initio. Donc avec la confiance de Madame la procureure et de Madame la vice-procureure en charge de l'exécution des peines, on a commencé à introduire petit à petit, dans le cadre de réunions partagées avec les magistrats, à la fois les présidents d'audience correctionnelle, les JLD, les magistrats du siège qui étaient amenés à siéger, ceux qui aussi étaient de permanence le week-end dans le cadre de la permanence d'orientation pénale, à introduire des éléments qui permettaient, comme l'a dit ma collègue, de vérifier les temps de trajet, est-ce qu'il avait un emploi ou pas, est-ce qu'il était en capacité d'avoir un moyen de transport, quelle était la durée du moyen de transport qui permettait par exemple d'aller du quartier de semi-liberté jusqu'à l'emploi ou de son domicile jusqu'à l'emploi quand il s'agissait d'une situation de placement sous surveillance électronique.
Le recul que l'on en a, c'est que les magistrats se saisissent de cet outil à l'audience, puisque la trame a été validée, elle a été partagée, elle a été expliquée. La vice-procureure est venue au sein de l'association dans les équipes pour former l'ensemble des intervenants socio-judiciaires à l'ensemble du panel de mesures qui existaient. Expliquer également quels étaient les besoins du parquet et des magistrats décisionnaires. Donc c'était quelque chose de totalement innovant parce que ça donnait une reconnaissance aussi à l'intervenant socio-judiciaire qui, comme vous le savez, on l'a dit depuis ce matin, est pris dans une situation d'urgence, dans un temps très restreint. On parlait d'une moyenne d'1h30. Bien souvent, vous le savez tous, on est sur une demi-heure ou 3/4 d'heure quand ça se passe bien. Avec, je l'évoquerai tout à l'heure, des contraintes financières, mais Madame la Présidente le dira mieux que moi, qui sont aujourd'hui difficiles pour les associations pour tenir l'équilibre financier. Donc les magistrats s'en sont saisis et aujourd'hui, on va nous demander d'aller encore plus loin puisque cette trame va évoluer. Alors on a tous entendu parler de cette trame qui serait dans les tuyaux au niveau national, qui aurait été travaillée par l'administration pénitentiaire. Sur Meaux, aujourd'hui, on n'a pas de demande de transposer cette trame puisque la trame qui existe aujourd'hui fonctionne bien. J'en veux pour preuve que la trame est lue à l'audience par les présidents d'audience, que souvent les avocats, on l'évoquait ce matin, se saisissent des éléments de l'enquête et peuvent plaider aussi par rapport aux vérifications qui sont faites. Vous parliez tout à l'heure aussi ce matin de communication entre les magistrats, les associations, les avocats. Elle est à mon sens essentielle. On le voit souvent, notamment dans le week-end, parce que je suis cadre d'astreinte et ce sont les cadres d'astreinte qui exercent la permanence d'orientation pénale à la RIL le dimanche et les jours fériés. Et c'est un moment privilégié parce qu'on peut dialoguer avec le magistrat du parquet qui vient de nous saisir le matin, on peut dialoguer avec l'avocat et on peut aussi aller présenter les éléments de personnalité qui vont permettre de faire peut-être la bascule entre une détention et une alternative à l'incarcération. J'en veux pour preuve le contrôle judiciaire CJCPPV, qui est un formidable outil, qui aujourd'hui permet aussi d'avoir des éléments de personnalité très, très importants, divers et variés, qui sont véritablement vérifiés avec des éléments justificatifs qui sont apportés à l'audience avec ce fameux rapport final qui est un véritable outil d'aide à la décision des magistrats. Donc l'enquête sociale rapide, à notre sens, dès le départ, elle a été conçue dès la saisine du parquet comme une plateforme qui permette aux magistrats de se saisir des éléments qui sont fournis à l'audience pour pouvoir prendre la décision la plus adaptée, qui lui semble la plus juste possible en fonction de la situation de l'individu. Alors je vous concède que ça n'est pas toujours simple. Ce matin a été évoquée aussi la question de signer ou de négocier un protocole avec les services de l'administration pénitentiaire. À mon sens, c'est essentiel. Nous, on l'a fait notamment sur la mesure de placement à l'extérieur. C'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne très bien. Ça a été signé par le JAP, par le parquet, par le SPIP, par nous et par le directeur de la maison d'arrêt et qui permet en temps réel de tout de suite lancer une alerte concernant des incidents dans le cadre de la mesure de placement extérieur. Donc je pense qu'à mon sens, ce type de dispositif pourrait être transposé et que dans le cadre des enquêtes sociales rapides, que je qualifierais de renforcer par rapport à l'expérience que nous en avons maintenant et qui est en place depuis 2017. Nous avons besoin de trouver des moyens de communication avec les services pénitentiaires qui nous permettraient, sur ces temps que l'on évoquait tout à l'heure, avant l'ACI de 14h, souvent c'est entre midi et 14h, et quand mes collègues l'ont évoqué aussi, quand vous en avez 7 ou 8 le matin, et que vous avez été informé à 10h, vous le savez tous, des fois c'est très compliqué. Donc ce que l'on a mis aussi en place avec le parquet, dans cette efficience organisationnelle, c'est que le parquet nous informe dès le lendemain, dès la veille, à 17h, sur le portable d'astreinte de permanence, du nombre d'enquêtes qu'il va y avoir le lendemain et de l'horaire prévisible d'arrivée des escortes, ce qui nous permet de nous organiser dès le matin et d'être en capacité de pouvoir soit envoyer directement l'enquêteur titulaire, puisqu'aujourd'hui nous avons la chance par rapport au nombre d'enquêtes qui sont réalisées d'avoir spécialisé un intervenant socio-judiciaire uniquement sur ce type de mission,
mais ce qui nous permet aussi, si jamais le nombre d'enquêtes est trop important, de saisir le doublon, puisque nous avons un système de doublon d'enquêteurs qui permet d'intervenir en urgence également pour renforcer. La permanence, elle s'exerce aujourd'hui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est, à un moment donné, je vais vous parler de notre expérience à la RIL, on a été en grande difficulté en 2016. On a failli arrêter la permanence d'orientation pénale parce que, comme vous le savez, 70 € pour une enquête, c'est très compliqué. On avait chuté de 900 à 500 enquêtes. On ne comprenait pas quels étaient les éléments qui permettaient cette chute. Le parquet lui-même n'avait pas de visibilité par rapport à la baisse drastique des mandatements. Donc on a été à un moment donné en mesure, alors on le sait tous, hein, c'est toujours très délicat parfois d'aller dire à son procureur de la République, écoutez, on est en difficulté et on est en situation de devoir peut-être arrêter la permanence d'orientation pénale, avec tout ce que ça implique derrière sur les autres mandatements, parce que vous le savez tous, l'enquête sociale rapide, c'est la clé d'entrée de toutes les mesures chaînées qui sont derrière, notamment le contrôle judiciaire socio-éducatif, c'est JCPPV. Quand on a la chance, ce qui est notre cas, d'avoir signé un protocole avec les chefs de juridiction, on peut aussi mettre en œuvre le sursis mis à l'épreuve en post-sententiel. Donc ça permet aussi d'éviter les ruptures dans les prises en charge et donc d'être efficient sur l'ensemble de la durée de l'accompagnement. Mais le procureur de la République nous a entendus et on a même réussi à répondre à un besoin qui n'était pas satisfait, c'est-à-dire que on nous a demandé de réfléchir à la mise en place d'une permanence pour réaliser les enquêtes sociales rapides CRPC libres, dites libres. Donc ce sont des audiences qui se tiennent toutes les semaines. On a un tableau de roulement qui nous est transmis un mois à l'avance. Et 15 jours avant l'audience, on doit réaliser l'ensemble des enquêtes sociales rapides qui doivent être transmises au parquet. La chance que l'on a eue, c'est que par rapport à cette difficulté d'équilibre financier que j'évoquais tout à l'heure, Madame la procureure a entendu qu'on ne pouvait pas, sur nos fonds propres, continuer dans cette dynamique-là. Donc on ne pouvait pas caler le système de la réalisation des enquêtes CRPC sur le système de la POP. Donc on a obtenu que les enquêtes CRPC se fassent au téléphone depuis le bureau et qu'elles ne durent, je dis bien qu'elles ne durent, théoriquement que 20 minutes. Pour certains d'entre vous, je sais que ça va vous faire bondir, mais la trame a été réadaptée. Les éléments qui sont essentiels pour le parquet ont été clairement identifiés dans la trame. Et aujourd'hui, les objectifs qui nous avaient été assignés par le parquet, c'est-à-dire éviter les reports d'audience et avoir plus de personnes présentes avec un avocat, ce qui était la difficulté qui était rencontrée par le parquet. Madame la procureure nous indiquait qu'on avait moins de 50% des personnes qui étaient présentes à l'audience et sans avocat, donc avec un nombre de reports phénoménal. On a réussi à faire monter ce taux avec l'organisation qu'on a mis en place à 75% de taux de présence effective d'avocats et de dossiers d'aide juridictionnelle effectivement réalisés et déposés. Donc le parquet, lors des audiences CRPC, a une enquête spécifique, clairement dédiée pour l'audience. Il y a la garantie que l'avocat dont il a les coordonnées est bien présent et que la personne, si elle a pu en bénéficier, a eu un dossier d'aide juridictionnelle qui est validé. Donc un gain de temps pour le magistrat en termes de décision, une efficience de prise de décision et une possibilité d'apporter au magistrat des éléments éclairants sur sa situation sociale, familiale, professionnelle et matérielle. Alors demain, vous l'avez tous entendu, l'enquête sociale rapide, plutôt aujourd'hui, c'est une plateforme. Elle va être clairement au centre du pré-sententiel et du post-sententiel. Pour les associations qui ont la chance d'intervenir sur ces deux champs-là, la dimension de peur d'y aller n'est pas présente. En tout cas, je parle pour la RIL. On y a déjà réfléchi. On a anticipé et on a obtenu, avec François Cattel, qui est le directeur général de la RIL, qui est ici présent, un financement de la DRIL pour un nombre de places dédiées au PPSMJ qui potentiellement pourrait être condamné à une mesure de placement extérieur ab initio, qui serait sans solution d'hébergement. Donc ça garantit le magistrat au niveau de la prise de décision.
Et ça apporte aussi une garantie d'accompagnement socio-éducatif global avec un respect des obligations, à la fois par un travailleur social, un psychologue de l'ARIL qui intervient et qui prend en charge l'obligation de soins. Et si jamais on a prévu aussi le cas où des personnes qui seraient placées en détention provisoire pourraient potentiellement sortir en contrôle judiciaire sur une plaidoirie de son avocat ou de son conseil et seraient sans solution d'hébergement. À ce moment-là également, les personnes pourraient, avec un accord préalable de l'association qui serait donné au magistrat, pourraient voir le contrôle judiciaire garanti et prononcé par le magistrat. Donc voilà un peu les pistes de travail que nous, on a mis en œuvre, à la fois en amont dès 2017, par rapport aux besoins des magistrats. Il nous semble essentiel de rappeler que, à notre sens, ce sont les parquets qui font état des besoins au niveau des juridictions dans le cadre de la politique pénale. En tout cas, nous avons eu un parquet qui a entendu nos contraintes financières en termes d'organisation et qui nous a permis de fonctionner et d'apporter des réponses qui étaient adaptées. Je souhaiterais évoquer en conclusion quelques pistes. Donc, les besoins des magistrats sont essentiels à recenser dans le cadre de cette enquête sociale rapide. Il faudra pouvoir s'organiser en conséquence par rapport aux moyens qui nous sont alloués. Il faut aussi associer le JLD, qui lui aussi en capacité de prendre des décisions éclairées, alternatives à la détention. J'évoquais tout à l'heure la nécessaire communication importante qu'il faut avoir, notamment quand on peut le faire. C'est beaucoup plus simple et ça permet des fois d'emporter la décision, parfois même contre les réquisitions du procureur de la République. Et ça, parfois, c'est aussi une petite fierté pour les intervenants socio-judiciaires qui arrivent, qui sont de retour au service, qui disent « Voilà, j'ai la satisfaction sur cette enquête-là d'avoir donné le maximum, d'avoir été utile, et je vais aller plus loin, on est entre nous, et de ne pas juste avoir fait un acte de procédure obligatoire. » Voilà. Et puis, dernière chose, je pense que le temps d'évaluation avec les magistrats sur ces enquêtes, il est primordial. Nous, à l'ARIL, on a des temps d'évaluation trimestriels, semestriels, annuels dans le cadre de comités de pilotage avec les magistrats du siège et du parquet qui permettent justement de se remettre en question quand on n'a pas été au rendez-vous, parce que ça peut arriver. Peut-être qu'un enquêteur, parfois, il est passé à côté. Je me souviens d'une situation où, sur des situations sensibles, notamment de la radicalisation, l'enquêteur avait connaissance en interne que la personne était suivie en placement extérieur et qu'elle était fichée S. Et l'élément s'est retrouvé dans l'enquête sociale rapide, mais de bonne foi, parce que l'enquêteur a voulu bien faire son travail, sauf qu'il ne fallait pas que le prévenu mis en cause le sache. Donc ça a pu être retiré à la dernière minute. Donc la communication est essentielle, les protocoles de mise en œuvre sont essentiels. L'articulation avec le SPIP, qui est détenteur d'informations quand les personnes sont déjà suivies. Par ailleurs, elle est aussi essentielle, donc ça veut dire développer des protocoles de communication. Pourquoi pas avoir un portable téléphonique d'un cadre d'astreinte ou d'un membre du SPIP. Alors ça, c'est l'idéal qui permettrait de répondre sur les suivis en cours, parce que le magistrat, sur du déclaratif, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, parfois c'est compliqué de prendre une décision. Il faut que les enquêtes soient vérifiées et justifiées. Et savoir que la personne est bien dans une dynamique d'obligation de soins, qu'elle respecte son obligation de soins, qu'elle en justifie et qu'elle est suivie par ailleurs, mais que la mesure se passe bien, c'est déjà aussi un premier élément favorable pour la suite de la décision. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Lecouvreur, donc moi je suis chef de service sur le pôle socio-judiciaire de l'AIS 35, donc à Rennes. Donc l'AIS 35, on a 3 pôles d'activité, un pôle hébergement-logement, un pôle insertion par l'activité économique et un pôle socio-judiciaire. Concernant les enquêtes sociales rapides, on travaille sur 2 juridictions, donc sur le département de l'Ille-et-Vilaine, la juridiction de Rennes, qui est de loin la plus grosse des 2, et la juridiction de Saint-Malo, qui est une petite juridiction avec donc une procureure actuellement et 3 substituts ou adjoints. Donc c'est petit parquet contre 17 parquetiers, je crois, de l'autre côté à Rennes. Donc les volumes d'activité des ESR s'en ressentent notablement, et l'approche même de l'ESR en fait est
totalement différentes. Pas totalement différentes, mais en tout cas très différentes selon les deux. Alors, mais j'y reviendrai. Pour ce qui est de la question de la nouvelle trame, donc nous on n'y est pas encore, puisque lorsque j'ai évoqué, moi, avec les magistrats du parquet et du siège d'ailleurs, la LPJ, à partir de mars-avril, en m'appuyant sur les notes de Citoyens et Justice, en allant voilà, m'enquérir un peu des projections qui pouvaient être faites par les magistrats, il y en a plein ça n'avait pas l'air de beaucoup les chagriner. Voilà, c'était un peu sur le... Oui, c'est une loi supplémentaire, vous savez, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. En fait, ça n'a pas bougé du tout jusqu'à ce que je participe avec donc, Pascal Souriau, qui est ici présent, de l'APCARS, Véronique Dandonneau et Stéphanie Lassalle, au groupe de travail qui a été mené, où on a été conviés, tardivement mais conviés quand même, à ce groupe de travail avec la DAP et la DACG pour travailler sur cette nouvelle trame ESR. Donc on est reparti avec cette proposition de trame ESR sous le bras, un peu surpris de la teneur, de la forme que pouvait prendre cette nouvelle trame, surtout quelque peu inquiet par rapport au volume de travail que ça pouvait représenter, et au volume d'activité qu'on a et ce qu'on connaît de l'ESR. Voilà. Donc j'en ai profité, et c'est là que j'en reviens aux tailles de juridiction. C'est vrai qu'une juridiction comme Saint-Malo, la procureure, je l'appelle, je la vois le lendemain, on se boit un café, on discute facilement en fait. On se connaît bien, on se connaît depuis longtemps, et donc je lui en ai parlé, et sa réaction première, ça a vraiment été de dire mais ils ne savent pas ce que c'est que le travail d'un parquet, c'est complètement inapplicable, encore plus remonté, j'ai envie de dire, qu'on pouvait l'être nous au premier abord. Pas du tout dans l'optique d'aller travailler, d'aller vers ça, en disant une juridiction comme Saint-Malo, en fait, sa politique depuis 4 ans qu'elle est là, c'est plutôt justement de faire moins de CI, de faire plus de mesures qui vont être des CRPC, voilà, et de se dire, quand il y a des CI, c'est ce qui a été dit ce matin c'est ce que vous avez dit ce matin, c'est que quand il y a des CI qui sont renvoyés, c'est des personnes qui ont des casiers longs comme le bras, qui viennent de sortir de détention, qui disent, bah voilà, effectivement, je lui ai trouvé un logement. C'est des paroles qu'on entend communément, habituellement, et on se dit aussi, après, dans nos équipes, il ne faut pas tomber dans l'angélisme non plus. Voilà. Il y a aussi un moment, objectivement, l'ESR, dans cette hypothèse-là, elle servira plutôt à préparer un après-détention qu'on sait un peu inéluctable. Mais la démarche reste intellectuellement intéressante quand même, d'amener les intervenants socio-judiciaires à se projeter justement dans, voilà, peut-être y avoir 6 mois, 1 an de détention, mais après, dans les 2 étapes que sont l'ESR, là, si on met de côté la 3e qui est de vérifier la faisabilité d'un aménagement de peine, mais les 2 étapes de l'ESR, c'est de vérifier la situation matérielle, familiale, sociale, et d'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale. Tout est là, si on prend la lettre de la loi, informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale. C'est, je pense, alors je digresse, mais je reviendrai sur mon... il ne faudra pas qu'on réduise le SR justement à une enquête d'aménagement, un 723-15 si vous voulez. C'est ça qui va être un enjeu. Je pense qu'il va falloir qu'on cible en fait, dans un dialogue qu'on aura avec nos parquets respectifs, comment ça peut se mettre en place en fonction de ce qu'on peut, des possibilités qu'il y a sur le terrain. Donc tout ça pour dire que voilà, la procureure de Saint-Malo me dit quand il y a une comparution immédiate, c'est que a priori, sauf si vous sortez, et effectivement, faut pas le mettre de côté. L'hypothèse, voilà, il a alors, des garanties de représentation qu'il avait évoquées nulle part ailleurs avant, ou je ne sais quoi. Enfin, quelque chose qui va peut-être lui le faire échapper à la détention, ce qui est rarissime, mais en tout cas, faut pas passer à côté. Mais c'est quand même plutôt rare. Globalement, cette enquête sociale rapide, elle va être quelque chose, un outil qui va être, pour l'audience, permettre aux magistrats du siège de se prononcer sur le quantum de la peine et la nature de la peine. S'il y a un SME, quelles obligations vont être dans le SME, voilà. L'ESR, elle va servir à ça à ce moment-là, et pas tant sur l'aménagement de peine à proprement parler. À Rennes, lorsque j'en ai parlé d'abord avec une procureure adjointe, mais qui est partie depuis au Mans, et très récemment avec le procureur de Rennes, puisque c'était avant-hier. Donc a été décidé effectivement de mettre en place un groupe de travail avec des magistrats du siège, du parquet et l'association, parce que la réaction du procureur a été la même. Il m'a dit avant-hier, de toute façon, ça ne sert à rien de faire une thèse, c'est ces mots, ça ne sert à rien de faire une thèse si de toute façon on connaît l'issue dans voilà, 99% des cas.
Par contre, le procureur de Rennes est sensible et il a pu le dire, et ça a été dit ce matin, et vous l'avez dit, madame, je crois, et monsieur le procureur général aussi, il n'y a pas que la comparution immédiate. Il y a toutes les autres mesures où là, ça pourrait probablement avoir un intérêt fort. Les COPJ, les CPPV-CJ, je dirais presque un peu moins parce qu'il y a le CJ. Et le CJ, en soi, il ramène déjà quand même plein d'éléments. Donc, voilà. Par contre, les COPJ, il y aurait probablement quelque chose à creuser là-dedans. Se posera la question du coût, enfin de la rémunération en tout cas, parce que le coût, on pourrait l'évaluer, mais la rémunération, ça, c'est quand même une question importante, parce que le travail qui va être demandé voilà, pour les fameux 70 €, c'est quand même difficilement conciliable. Et le procureur de Rennes nous l'a dit avant-hier. Vous êtes rémunéré combien déjà? 70 €? Non, mais il faut que vous puissiez faire quelque chose qui ne vous mette pas en difficulté aussi. Ça va être ça l'articulation, l'enjeu sur cette nouvelle trame. Donc là, c'est assez embryonnaire. Donc un groupe de travail à Rennes. À Saint-Malo, les enquêtes sociales, elle nous a dit, les enquêtes sociales qui ont été présentées, voilà, donc c'est vrai que Maître Tessier a pu les pratiquer, puisque c'est la juridiction dans laquelle il plaide. Nous, le parti qu'on a toujours eu, en fait, mais ça a été dans un dialogue constant avec les magistrats, ça a été d'avoir une partie qui soit vraiment trame, et d'avoir toujours une synthèse qui soit rédigée, plus effectivement centrée sur l'histoire, sur la chronologie, en fait, qu'on ne juge pas la personne sur le fait qui lui est reproché, mais sur le parcours qui l'a amené à ce fait-là, en appuyant quand même aussi sur l'aspect professionnel, enfin voilà, tout ce qui peut infléchir la décision des magistrats. Donc à Saint-Malo, il n'y a même pas de groupe de travail sur cette nouvelle trame, il n'y a pas trop de réflexion qui est engagée là, en tout cas à court terme, sur la question de l'aménagement de peine, ce nouvel objectif assigné à l'ESR. À Rennes, un groupe de travail, mais je rebondis aussi sur ce que vous avez dit ce matin, madame, et ça, je trouve ça très important, et monsieur le procureur général aussi l'a dit, je trouve ça fondamental, c'est que l'objectif du législateur, et ça nous a été dit, Pascal, Véronique, Stéphanie, lorsqu'on était au groupe de travail, l'objectif du législateur, c'est vraiment d'éviter la surpopulation carcérale. Donc, on peut se poser la question de l'aménagement de peine, mais surtout, nous, en tant qu'association, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour... alors, ça peut être du PE, ça peut être plein de choses, mais ça peut être tout simplement éviter la CI. Parce que moi, je vois de toute façon, clairement, ça c'est pratico-pratique, aller en CI, que ce soit à Rennes, à Saint-Malo, c'est pas bon. Enfin, c'est synonyme de détention dans je ne sais pas combien de pourcents des cas. Enfin, même si on a des super enquêteurs, et les miens sont des super enquêteurs, vous en doutez pas, mais vous aussi. Non, mais objectivement, c'est vrai que c'est factuel, ça, enfin, clairement. Par contre, avoir une enquête sociale rapide qui permette d'infléchir l'orientation vers la CI, ça me semble fondamental. C'est-à-dire que si le procureur, le parquetier de permanence se dit bah, « regarde les éléments que vous me ramenez », on va tenter la CPPV-CJ. Et bien là, il y a vraiment aussi un enjeu. On n'aura pas fait de l'aménagement de peine, on aura différé le prononcé de la peine après le CJ, etc. Moi, c'est ce que j'ai toujours constaté. Si on prend en matière de stup, quelqu'un qui se fait attraper avec 1,5 kg de cannabis qui passe en comparution immédiate, il peut se prendre 2 ans, 3 ans s'il est en récidive. S'il est dans un trafic et qu'il y a une ouverture d'information judiciaire et qu'il est jugé 3 ans après ou 4 ans après, il n'ira pas en détention. Bien sûr, s'il a su se saisir de la mesure. Mais vraiment, la comparution immédiate, c'est quelque chose qui va entraîner la détention, qui va entraîner la désocialisation, qui va... voilà. Non pas qu'elle ne soit pas inutile et qu'il faille exit la comparution immédiate à tous les coups, mais je pense qu'il y a vraiment un élément à jouer dans la sensibilisation, dans le dialogue qu'on peut avoir avec les magistrats du parquet, du siège, sur comment est-ce que... alors déjà, ça veut dire voilà, faire la CI, faire l'enquête avant le déferment, par exemple, tout simplement. D'où la question de la visio. Est-ce que c'est les faire la veille? C'est à l'AIS. Alors, on le fait de moins en moins, parce qu'il y a tellement de plus en plus d'enquêtes qu'on en a de moins en moins les moyens pratiques. Mais on s'est toujours déplacé dans les gendarmeries du département pour aller à la rencontre des personnes dans le temps de la garde à vue, de manière à avoir plus de temps pour faire les enquêtes et donc vérifier. Et donc, voilà. Ça, c'était du temps où on avait le temps. Maintenant, on l'a de moins en moins, comme je pense nous tous.
À Rennes, on est passé en 4 ans, on est passé de 450 à 1000 enquêtes. En 4 ans. Donc augmentation des comparutions immédiates, des CRPC déferments, mais augmentation de tout, hein, quand même globalement, quoi. Des réponses judiciaires. Hein, voilà. Donc différer aussi le temps de l'enquête, plus c'est fait tôt, sensibiliser aussi. C'est des organisations de parquet qu'il faut avoir en fait, de manière à ce que l'enquête, le parquetier aussi de permanence, soit vigilant en fait de lancer l'enquête sociale rapide le plus tôt possible. Parce que vous connaissez tous, vous pratiquez tous le parquetier qui attend le dernier moment et qui, au dernier moment, vous dit « Ah bah, en fait, ces 3-là, je les renvoie en CI, il y a 3 enquêtes à faire, il est 13h. » Voilà. Bah, ça, clairement, trame ou pas trame, il n'y aura pas d'aménagement de peine, il n'y aura pas d'enquête. Enfin, on peut le prendre dans tous les sens qu'on veut. De toute façon, ça ne donnera rien, quoi. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je pense après qu'on puisse avoir un échange ensemble. Moi, ce que j'en vois de ma fenêtre, c'est que la trame, je pense que c'est une excellente chose. Je la trouve en plus très bien faite, la trame de la DAP. Si tant est, enfin de la DAP, la DHG et des associations, si tant est qu'il y ait les moyens à la fois financiers, voilà, dans l'idéal, je pense que c'est un étalon de mesure qu'il faut viser et que si on y arrive dans 20 ans et que tout justiciable peut bénéficier de cette enquête-là, c'est parfait, moi je signe demain. Aujourd'hui, je suis un peu plus dubitatif, donc je suis plus voilà, in concreto, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on vise, quoi. Voilà. Merci à vous trois pour la qualité de ces témoignages qui mettent véritablement en exergue avant tout l'importance de travailler sur les territoires en lien avec les juridictions et avec les SPIP et qui nous laissent voir aussi combien on a du chemin encore à parcourir, même si beaucoup de travaux ont été faits. Il y a encore beaucoup de choses à faire sans doute. On vous propose, avant l'intervention de Madame la directrice des affaires criminelles et des grâces qui interviendra à 16h, un large temps d'échange, parce que ça nous semblait absolument fondamental, de pouvoir vous donner la parole, à la fois pour échanger avec nos professionnels qui sont présents là sur la table ronde, mais peut-être aussi pour rediscuter de différentes choses qui ont pu se dire ce matin. Je sais ce matin que Karine Poulain, que je ne vois pas, qui s'est caché là-haut, qui est de l'Agavip de Nîmes, qui est un des sites qui fait l'objet de l'expérimentation sur la mise en œuvre de la loi de programmation, avait des choses à nous dire. Je propose qu'on lui donne tout de suite la parole de manière à ce que comme ça, le débat soit lancé. Ah bon? Non, mais alors peut-être aussi un témoignage, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Donc on a été dans l'expérimentation. Les premiers constats sont assez questionnants. Déjà sur la forme avec laquelle nous arrivent les ESR, qui ne sont pas renseignés, pas de qualification des faits, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, qui nécessite déjà beaucoup de temps de secrétariat. Un taux d'absentéisme au premier entretien qui est de 50%, un taux de carence de 35%, donc une rentabilité qui n'est pas du tout... Je me permets une petite question, parce que si je me dis si je me la pose, d'autres se la posent peut-être. Du coup, elle n'est pas expérimentée dans le cadre des CI, là? Non, elle est hors cadre, voilà, effectivement. Donc c'est sur le tout venant. On a 3 mois pour la réaliser avant la date du jugement. Une particularité, les justiciables ne sont pas informés des poursuites. Ça, c'est quand même le gros du problème. Ce qui fait qu'on se heurte à la réactivité, à l'agressivité. On enchaîne tout de suite sur les faits, ce qui n'est pas la vocation quand même de cette... Du coup, c'est dans quel cadre procédural? Parce que c'est quoi, c'est COPJ? Alors, les personnes ont une date de jugement. Donc une COPJ, donc convoquée par d'accord. Voilà. Et donc, normalement, ils connaissent la prévention des faits. Voilà, on doit rendre le SR 3 semaines avant la date du jugement. Mais les personnes ne sont pas informées qu'elles vont être jugées. Alors, est-ce qu'il est... Oui, alors je ne sais pas, il y a des réactions. Oui, alors dans le cadre, alors pour l'instant, ça nous vient soit du parquet parce qu'il y a une date de jugement à 3 mois, soit de l'audiencement. Voilà, je ne sais pas si je pense que je ne réponds pas à la question, c'est ça?
Bon, donc sur la difficulté, effectivement, si les personnes ne sont pas informées des poursuites, eh bien, déjà, on perd énormément de temps. Après, la trame qui nous a été soumise, elle est extrêmement fermée. Il nous a été clairement dit que nos préconisations n'étaient pas attendues. Donc on coche des cases, effectivement, on recueille un ensemble de justificatifs. Les personnes n'arrivent pas toujours avec leurs justificatifs. C'est extrêmement compliqué. Ça nécessite des ajustements. Moi, ce que je peux en dire là, c'est que effectivement, ça ne sera pas faisable, ça ne sera pas généralisable en l'état. Il faut faire évoluer les choses. Comment les faire évoluer? Bien, gagner du temps sur la mise en œuvre des mesures, essayer de diminuer au maximum la carence. C'est la réflexion qu'on a actuellement avec le tribunal. Mais ça nécessite des moyens au niveau du tribunal. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts à mettre, ce qui fait qu'on essuie un peu les plâtres. Et c'est nous qui, donc, accordons du temps au niveau du secrétariat, au niveau de l'intervenant socio-judiciaire. Et bien, actuellement, c'est à peu près entre 10 et 15 minutes de secrétariat et c'est 1h30 pour la réalisation en moyenne de l'ESR, avec ce taux de carence donc, sur lequel il va falloir travailler parce que aujourd'hui, c'est pas, moi, la façon dont j'envisage les choses, c'est pas du tout rentable, quoi. Juste un point par rapport à ce que vous évoquiez. En fait, les personnes sont convoquées en enquête sociale rapide par vos soins ou est-ce qu'elles sont convoquées par l'officier de police judiciaire sur des plages? Par nos soins. Par vos soins, d'accord. Parce que quand il y a une convocation par OPJ, parfois ça permet de diminuer le taux de carence. Bon, c'est une hypothèse, mais... Disons que c'est l'intérêt de l'expérimentation, c'est de pouvoir négocier 2-3 trucs à la marge. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est retenu comme mode de fonctionnement. Alors, c'est bien. Bonjour, Audrey Ferrugier, je suis sous-directrice de l'insertion et de l'approbation à la DAP. Et je voulais quand même apporter quand même quelques précisions parce qu'on parle de la trame de la DAP. Du coup, juste expliquer d'où elle vient, ce qu'elle fait et où elle en est aujourd'hui pour que les échanges pour la suite puissent être un petit peu plus ciblés, on va dire. Donc, cette trame, elle est issue d'un groupe de travail. C'est pas un travail en chambre qui a été fait par la DAP et puis en raccrochant à la fin Citoyen Justice. Ça n'a pas été du tout ça. On s'est appuyé et nous étions avec la direction des affaires criminelles et des grâces avec nous appuyant sur des acteurs de terrain. Alors d'abord, effectivement, autorité judiciaire pour entendre quelles étaient les attentes, effectivement, en termes de contenu. Je rappelle que c'était quelque chose qui était déjà dans les chantiers de la justice qui ont abouti à la rédaction initiale du texte de la loi du 23 mars. Donc, essayer de cibler véritablement ce qu'étaient ces attentes. Et puis, effectivement, on a ensuite raccroché les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et ensuite, effectivement, les associations Citoyens Justice qui ont pu exprimer ces observations sur cette trame. D'abord, première chose, voilà, sur son élaboration. Ensuite, j'entendais madame qui indiquait, parce que, effectivement, par définition, tout le monde ne l'a pas forcément vu, cette trame. Non, ce n'est pas quelque chose de très fermé avec des cases à cocher. Justement, ce sont les éléments qui nous ont été retournés et de la part de ceux qui ont vocation à remplir ces enquêtes que ceux qui ont vocation à en faire lecture. Il fallait être dans un mix, je dirais, entre des choses fermées qui puissent être renseignées rapidement que des choses par définition ouvertes où on a un volet analytique, cette fois, par rapport à la personne qui est présentée. Donc ça, c'est la seconde chose. Et puis la troisième, tout à fait essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on est loin d'en être au stade de la généralisation de cette trame. Elle va faire l'objet d'une expérimentation. Donc actuellement, sur les 11 sites, je dis sites parce que c'est toujours un binôme établissement, service déconcentré de la DAP et juridiction, 11 sites qui font l'objet d'un accompagnement plus resserré, sur lesquels, effectivement, à l'occasion du déplacement de l'inspection générale de la justice, ces trames ont été transmises, un échange a eu lieu dessus, mais cette fois, c'est vraiment un cadre d'expérimentation
Alors non pas, parce que j'allais dire votre intervention, elle pose plusieurs questions. D'abord celle du contenu de cette trame, et ça va vraiment être la visée de cette expérimentation. Oui, vous indiquiez qu'elle est longue, oui, et c'est vraiment ce qui est ressorti de ce groupe de travail et même des échanges qu'on pu avoir lieu sur site. Et sa vocation, c'est effectivement être exhaustive, et on l'a évoqué ce matin. Son utilisation, elle peut être dans des hypothèses extrêmement larges. Je parle de temps court, de temps long. Et sa vocation, et c'est aussi là-dessus qu'on attend des retours sur les sites qui pourront l'expérimenter d'ici à peu près la fin du mois de janvier, c'est est-ce qu'il est vraiment effectivement possible, comme on le conçoit nous, de cibler sur certains items en fonction du profil, je vais y revenir, et puis sur un temps plus long, d'être sur quelque chose de plus exhaustif. C'est comme ça qu'elle a été construite. Et par ailleurs, je vais le préciser tout de suite, elle n'a effectivement pas vocation, et c'est ce que vous disiez, c'est ça aussi la difficulté, elle n'a pas vocation à être utilisée toute seule comme ça, elle a vocation à être utilisée avec ce qu'on a appelé, et tout est améliorable, et non, aujourd'hui, ce n'est pas une trame qui se veut fermer, la preuve en est, c'est qu'elle n'a pas de diffusion nationale pour l'instant, c'est de travailler avec ce qu'on a appelé, nous, une fiche navette, qui est ce qui doit acter, entre guillemets, l'échange entre le parquet et le service en charge de cette enquête. Qu'est-ce que j'attends, sur quoi je me projette? Est-ce que c'est effectivement du ferme avec un ab initio, ou est-ce que ouvert à plus de propositions? Et puis des éléments un peu indicateurs, on va dire, par rapport au profil, l'infraction bien évidemment, mais qui viennent permettre non pas que cette enquête soit une espèce de photographie un peu hors sol, entre guillemets, mais qu'elle puisse permettre de construire, et là je rejoins ce qu'a pu indiquer Madame Heitzig ce matin, vraiment dans une proposition à l'attention du tribunal correctionnel. C'est vraiment de cette façon-là qu'elle a été construite. Donc je disais, une expérimentation d'abord sur le contenu elle-même de la trame, la pertinence des items, la bonne compréhension de ceux-ci, la facilité d'utilisation ou pas, et puis ce qui sera un second temps, et parce que c'est une autre question que votre propos impliquait, c'est celui de l'organisation à adosser. Il y a effectivement des réflexions que vous avez commencé à mener. Comment est-ce que je le fais, mon temps long? Là, on a parlé de convocation. Est-ce que ça doit venir par le service enquêteur au sortir de la garde à vue? Est-ce qu'il est plus pertinent que ça vienne du service lui-même parce que on va mesurer le temps par rapport, le moment par rapport à l'audience elle-même pour que les informations elles soient les plus à jour possibles? Donc, ça, c'est une réflexion organisationnelle, et on a fait le souhait de décorréler les deux pour avoir des résultats très ciblés. Donc, premier temps, les C11 sites auront l'occasion effectivement de nous faire un retour sur le contenu de cette trame. Voilà, je voulais vous préciser ces éléments. D'autres? Merci. Oui, excusez-moi, vous avez parlé d'une fiche navette entre le parquet et l'association, c'est ça? Entre le parquet et le service qui réalise... Et vous avez parlé d'attendu plus ou moins fermé du parquetier, je crois. Non, enfin, d'orientation, que ce soit alors, les basiques sur l'infraction, parce que le groupe de travail a l'occasion de discuter, est-ce que certains PV devraient être transmis? On sait que là, pour le coup, on entre dans un champ sans doute plus complexe à mettre en œuvre, mais de dire qu'il faut qu'il y ait un minimum d'éléments pour pouvoir orienter cette enquête. Donc, ce qu'on a proposé, voilà, c'est essayer d'être un peu sur ces échanges, autant sur des éléments assez basiques, hein, finalement, vous parliez des coordonnées pour pouvoir, ne serait-ce que faire cette convocation quand on n'est pas sur un déferment, que des éléments sur quelques éléments sur le profil, la sensibilité du dossier, et donc ce qui pourra amener à effectivement une orientation qui soit donnée à cette enquête. Alors pour le coup, moi, c'est la fin de votre propos qui me gêne un peu. C'est l'idée que l'enquêteur social soit orienté dès le départ par le parquet sur une préconisation à envisager. Justement, on doit partir sans a priori. On a un individu qu'on ne connaît pas, on va apprendre son histoire, on va recueillir des éléments sur sa situation. L'enquêteur, on n'est pas des robots, on va nécessairement être influencé par la réquisition si elle amène déjà une orientation. Alors c'est amusant parce que vous faites la même réflexion que celle des magistrats qui ne veulent pas avoir de la proposition, justement, ont l'impression d'être enfermés. Je ne crois pas qu'il faut le voir comme ça. Ce n'est pas un ordre. Et en tout cas,
c'est pas comme ça que c'est perçu. Et s'il faut qu'effectivement il y ait un accompagnement suffisant pour la bonne utilisation de ces trames, il faudra qu'on le fasse. C'est pas un ordre fermé que doit donner le parquet. C'était plus dans l'optique, et c'est vraiment de cette façon-là que c'est ressorti du groupe de travail, pour permettre que, je dirais qu'en qualité, on aille un cran au-dessus, ou en tout cas dans l'orientation qu'on puisse proposer, on ne soit pas encore une fois que sur une simple photographie. C'est parce qu'on sait un peu quelle va être l'orientation, parce qu'il y a aussi, et on en reparlait ce midi, la projection que doit aussi avoir le parquet, non pas seulement son orientation vers la comparution immédiate ou pas, vers où, qu'est-ce qu'il projette sur sa peine, pour pouvoir le contrer ou non, et en tout cas pouvoir faire des propositions alternatives à celle-ci. C'est en tout cas plutôt de cette façon-là que cette fiche a été envisagée, mais certainement pas pour enfermer l'enquêteur de personnalité. Mais ça rejoint peut-être l'interrogation de l'intervenante précédente quand vous expliquiez, madame, que vous saviez pas, que la personne ne savait pas si elle était poursuivie et pourquoi finalement. Donc on a l'impression que l'expérimentation en cours, c'est même avant toute décision de poursuite. Je ne sais pas si c'est le cas concrètement, parce qu'on peut imaginer, pourquoi pas, que le parquet, à la base, avec son dossier, n'ait pas pris de décision de poursuite, saisissent l'association en vue de prendre une décision de COPJ, de je ne sais quoi. C'est peut-être ça le hiatus dans nos incompréhensions aussi. Et alors voilà, est-ce que c'est enfermé dans une proposition déjà future, ou est-ce que c'est même au stade des poursuites finalement que l'enquête sociale rapide est imaginée? Moi, je ne faisais pas partie de ce groupe de travail, donc je ne sais pas. Alors, en l'état, on a essayé dans ce groupe de travail de trouver des hypothèses pour remonter le temps. On a parlé des visios pour réaliser le CR. On n'a pas encore réussi à remonter le temps suffisamment pour pouvoir effectivement se permettre, même si j'entends et ça paraîtrait tout à fait pertinent, mais pour se dire qu'on est carrément en amont de leur... Donc on est sur une orientation. Je suis sur ma comparution immédiate, moi parquetier, je suis sur mon orientation de comparution immédiate. Je sais au jugé que ça vaut moins d'1 an, potentiellement, je m'ouvre une large part pour qu'il y ait une proposition, quelle qu'elle soit, d'aménagement ab initio. Je suis, à l'inverse, j'ai regardé mon casier judiciaire, je pensais le faire avant mon orientation, pour le coup, plutôt pas sur de l'emprisonnement. Qu'est-ce que ça peut être? Et là, je ne considère pas, mais vous avez le droit de l'interpréter autrement, pas sur un champ qui est complètement fermé. Alors moi, comme ça, sur le principe, cette idée-là me gêne beaucoup, parce qu'encore une fois, les intervenants, ils sont nécessairement plus ou moins influencés par le contexte. On a beau essayer de s'en détacher, si on a une fiche navette qui nous dit « moi, parquet, j'envisage plutôt ça », voilà, ça me gêne sur cet a priori. Après, ce n'est pas le parquet qui prendra la décision, c'est un juge correctionnel. L'enquête sociale, elle est remise à l'audience, et le parquetier peut aussi être... entre guillemets, déjugé par le juge du siège. Donc si on s'enferme, nous, sur une préorientation du parquet, ça me pose un vrai problème aussi d'indépendance de l'association. Donc sur le principe, voilà, l'idée de la fiche navette, qui est peut-être une désignation avec des coordonnées, évidemment, on en a besoin. On a besoin de l'infraction, mais pour moi, on n'a besoin de rien d'autre. Si on nous demande de faire des préconisations, on va s'y mettre et on saura le faire sans avoir besoin de préjugés du parquet, à mon avis. Oui, bonjour, Armelle Denis-Roudot du Prado. Alors moi, je suis plus mitigée parce que je pense qu'on le fait déjà, ça, d'une certaine façon. Enfin, alors après, je ne sais pas, mais nous, on a une fiche de déferment qui nous est remise. On arrive le matin, on a 8, 9, 10 POP. Et on sait si c'est de la CI, si c'est de la CPPV, si c'est de l'ouverture d'infos, s'il y a un mandat de dépôt qui est demandé, s'il y a un CPPV plutôt CJ ou CPPV avec mandat de dépôt. Donc on est déjà un peu orienté dans le type de procédure qui est préconisé par le magistrat, même si on sait que ce n'est pas le procureur qui décidera et que le JLD aura le dernier mot derrière. Et la façon dont on va faire le SR, notamment les violences conjugales, on sait qu'on a une CPPV-CJ, on va énormément orienter les lieux de chute pour les évictions de conjoints violents, etc., etc. Donc on le fait déjà un petit peu. Je ne suis pas sûre qu'on nous affine avec cette fiche navette un petit peu plus vers où le procureur va, ça va vraiment nous enfermer. On restera de toute façon dans l'appréciation de la situation, dans l'évaluation, c'est notre métier, mais il faut qu'on le fasse en sachant dans quelle procédure on le fait.
Donc, moi, ça m'embête. Ça me paraît pas nous contraindre plus que ça. Après, pour revenir sur ce que Madame disait, nous, on fait déjà des ESR dans le cadre des CRPC. Et effectivement, que ce soit l'ESR nouvelle mouture ou pas, le fait que qu'on nous demande de convoquer les personnes, que les personnes viennent pour des ESR préalables aux audiences, il y a un énorme problème de carence, même quand c'est rempli par les grilles des gendarmes ou des policiers, parce qu'il n'y a aucune obligation pour la personne de se présenter. Donc effectivement, si ça se met en place dans des cadres qui ne sont pas des CI, c'est-à-dire là où on aurait vraiment le temps de faire le SR comme il faudra vraiment anticiper le mode de convocation de la personne et qu'on puisse réduire ce temps de carence qui est inévitable à partir du moment où la personne vous appelle en vous disant « vous me demandez de venir, mais moi je travaille, c'est pas obligatoire, j'ai appelé mon avocat, il m'a dit c'est pas grave si vous venez pas, moi je ferai le boulot quand on sera à l'audience ». Enfin, voilà, donc je pense que par rapport à ça, il va falloir anticiper ce genre de choses. Bonjour, je me permets de prendre la parole au nom de l'ADAVIP, donc l'association mayonnaise. J'aimerais savoir si je suis bien sûre d'avoir compris le fait qu'à Versailles, ou à Meaux, pardon, il y a un système de réalisation de SR dans le cadre téléphonique. Parce que du coup, je me pose la question de savoir comment s'assurer de l'identité du mis en cause lorsqu'il n'y a pas finalement présentation, admettons, d'une carte d'identité ou d'un moyen d'identité. Ça m'intéresse d'autant plus que sur notre territoire également, on peut déplorer un taux de carence important. Donc c'est forcément le sens auquel on croit tous des ESR qui n'est pas satisfait. Et puis c'est forcément aussi une perte financière pour ce travail qui est investi. Donc je vous remercie. Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a la question de l'organisation et la question de la justification de l'identité de la personne. Quand on a décidé de dire oui à Madame la procureure sur cette organisation des enquêtes sociales rapides dans le cadre de la CRPC, on a voulu avoir des garanties d'informations qui nous étaient transmises préalablement, notamment par un rôle d'audience qui nous est transmis un mois avant, avec l'identité détaillée des personnes, le nom, le prénom, les coordonnées téléphoniques, l'adresse mail, et bien évidemment l'enquêteur qui va prendre attache avec la personne à minima 15 jours avant l'audience, puisque les enquêtes doivent être rendues 15 jours avant l'audience. En général, on a un mois et demi d'avance sur les audiences dans le terme du roulement des audiences, des rôles, pardon. L'identité, on a des éléments de questionnement de l'intervenant socio-judiciaire par rapport aux éléments comparatifs qui sont dans le rôle d'audience qui sont transmis par le parquet. Donc, si vous voulez, on n'a pas beaucoup de déperdition des personnes qui sont dans le rôle d'audience et qui effectivement refusent de répondre à l'enquête et qui nous diraient, par exemple, je ne suis pas la personne que vous m'identifiez. Le seul cas de carence que l'on a, et c'est minime, c'est un numéro de téléphone qui a été mal libellé sur le rôle d'audience par le greffier, et encore que parce qu'on a obtenu aussi qu'il y ait l'adresse mail aussi de l'individu. Donc ça veut dire qu'on prend aussi attache. Et par ailleurs, en général, on a aussi renforcé le dispositif, c'est qu'on a passé une convention avec le barreau, et il y a un avocat de permanence. Donc si la personne ne décide pas de prendre son conseil, elle est orientée vers l'avocat de permanence qui lui aussi est en capacité de pouvoir vérifier que l'identité de la personne qui a été transmise à la fois par le parquet et qui a été vérifiée par l'intervenant judiciaire est bien la bonne. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, s'il n'y a plus d'intervention, oui, je voudrais juste intervenir à la fin de ce débat parce que, pardon, plus la journée passe et plus pire c'est, parce qu'il me semble important de relever deux points dans tout ce qui a été dit. Le premier, c'est que cette trame, elle a fait l'objet d'un travail interne et puis auquel on a été associé en bout de course. Et de toute façon, nous-mêmes, on a des trames et le problème n'est pas qu'il y ait une trame ou qu'il n'y ait pas de trame. La difficulté, elle est que cette trame, et je crois que ça a été dit par plusieurs, elle est extrêmement complète. Alors, c'est un gros avantage pour la personne qui est présentée, mais nous, on en reste à une enquête sociale rapide
qui est payé 70 €. Et donc, ce problème-là, il est majeur et il ne peut pas ne pas être pris en compte par les magistrats et par la direction de l'administration centrale. Ça, c'est le premier point qui me semblait devoir être dit. Ça ne peut pas être une enquête sociale renforcée. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ça ne peut être toujours qu'une enquête sociale rapide. Mais pour autant, on voit qu'il y a des juridictions qui, parce qu'elles ont travaillé avec les associations, ou des associations, parce qu'elles ont travaillé avec les juridictions, on innove et font des choses qui réussissent à améliorer le service rendu aux justiciables. Donc je crois qu'on peut faire confiance à ce qui se passe sur le terrain et à vous tous, parce que dans la réalité, il se passe plein de choses. Par rapport aux expérimentations, troisième point sur lequel je voulais intervenir, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Madame, sur Nîmes, parce qu'effectivement, il y a une expérimentation à Nîmes, et je crois savoir que l'association n'a pas été extrêmement associée à cette expérimentation, et je crois que c'est un euphémisme. Et du coup, on voit que ça ne se passe pas très bien, qu'il y a des carences, qu'on ne comprend pas très bien le cadre procédural. Voilà, je crois qu'on peut déplorer que, alors qu'il y a des expérimentations dans des juridictions qui ont pour but de vérifier si cette trame est adaptée, de vérifier comment on peut faire les enquêtes sociales rapides, et alors qu'on sait que les associations font aujourd'hui 95% de ces enquêtes, eh bien, dans la réalité, les associations ne soient pas assez associées à ces expérimentations. Et on sait qu'il va y avoir un élargissement de ces expérimentations à 20 ou 30, parce que ça nous a été dit ce matin. Mais il faut vraiment veiller à ce que les associations, et ça peut passer par nous si vous le souhaitez, mais en tout cas, qu'il faut que les associations soient systématiquement associées au déroulement de ces expérimentations, parce que sinon, on va aboutir à des constats que ça ne fonctionne pas bien, et on est tous persuadés qu'il faut que ça fonctionne. Voilà, ça c'était le troisième point que je voulais relever. Et en quatrième lieu, et ce sera mon dernier point, je pense que il faut essayer de penser à plus loin que le mois de mars, même si c'est compliqué. On sait que les juridictions aujourd'hui, elles ont la tête sous l'eau, parce que cette loi du 23 mars, elle n'a pas que les aménagements de peine, elle en a plein d'autres. Et donc, on le sait, c'est compliqué. C'est déjà compliqué sans cette loi, mais alors ça l'est encore plus avec la loi. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense que vous tous savez aussi, parce que vous le vivez au quotidien. Donc, notre désir d'anticiper ici, du côté de Citoyens et Justice, il se heurte à cette difficulté que les juridictions, pour l'instant, elles sont encore sur autre chose. On a eu l'occasion d'en discuter avec l'inspection et avec Madame Pignot qui va arriver. Donc, tout ceci, on le sait, mais pour autant, il faut vraiment essayer le plus possible de travailler en amont, parce qu'on le voit à Meaux, on le voit à Rennes et on le voit à Versailles. Quand on anticipe, ben finalement, ça se passe très bien. Donc, l'intelligence collective fait que on trouve des solutions. Donc, là encore, s'il doit y avoir un élargissement d'expérimentation, plus tôt on le saura, plus tôt on connaîtra les lieux où vont avoir lieu cette expérimentation, mais plus tôt on pourra préparer les choses et nous se préparer du côté associatif, puisque c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Voilà. Peut-être, je vais me permettre une question à l'attention de Madame Farrugia, justement, puisque vous nous parliez de ces expérimentations. Est-ce qu'il y a un calendrier prévisionnel et est-ce qu'il y a notamment des temps de retour de ces expérimentations pour pouvoir nous apporter un éclairage par rapport à ce qui se met en place ? L'expérimentation sur la trame, le mail officiel, il est en train d'être concrètement travaillé avec Madame Pignon, donc il va être envoyé incessamment sous peu. Donc il n'y a pas de démarrage officiel de l'expérimentation. Effectivement, il y a eu des échanges et sans aucun doute que sur ces transmissions, certains chefs de juridiction s'en sont immédiatement emparés. Très bien. Après, je comprends qu'effectivement, embarquer les associations, c'est plus complexe parce qu'effectivement, ce n'est pas un signal qu'on avait donné. Donc, ça a été fait de manière, effectivement, jusque-là, pas suffisamment cohérente. Donc, vraiment, le signal, on va le lancer dans les jours qui viennent avec une idée sur un temps court, donc jusque fin janvier, pour vraiment retour sur la trame. Maintenant, moi, c'est un autre message que je vous renvoie, on avait déjà parlé. La difficulté qu'on a, nous aussi, c'est cette carte
cartographie. Moi, les déplacements qu'on a fait sur ces 11 sites, alors bon, vous ne les avez pas forcément tous en tête, donc de mémoire, donc Dijon, Troyes, Meaux, Marseille, Grenoble, Angers, Tours, Créteil, Pointe-à-Pitre et Saint-Denis-la Réunion, eh bien, on est des acteurs très divers et on avait l'occasion d'échanger. Moi, j'ai plusieurs juridictions qui nous ont parlé même de quasiment, alors vous n'avez pas apprécié l'expression, je vous prie par avance de m'excuser, mais de freelance quasiment pour qui réalisent ces ESR. Donc avoir ce maillage, c'est très compliqué. Donc nous, le point d'entrée, très concrètement, et si en parallèle un message de communication doit passer par la fédération, moi, j'ai aucune difficulté avec ça. Je travaille en transparence avec vous, je vous l'ai déjà dit. Mais le point d'entrée, ça va être les chefs de juridiction pour dire vous devez embarquer votre association locale qui fait ces ESR pour que dans ce même temps extrêmement contraint, on en a parfaitement conscience, dans ce temps extrêmement contraint, parce qu'il doit nous permettre aussi après de travailler l'autre volet, ce que je disais cette fois plus organisationnel, de le travailler aussi, que ces retours ils soient suffisants et effectivement de cas d'utilisation variés. Pardon Madame la directrice, mais il se trouve que sur les juridictions que vous venez de citer, en fait, nous on connaît les associations qui interviennent. Et qu'en l'occurrence, sur toutes les juridictions que vous avez évoquées, il y a des associations d'ailleurs qui sont ici présentes dans la salle et qui interviennent quotidiennement pour réaliser les enquêtes sociales rapides. Donc cette diversité d'associations, effectivement, elles ne portent pas toutes le même nom. Bon, on peut imaginer que ça pourrait poser un problème, mais les juridictions sont parfaitement au clair sur qui fait quoi, sur quel lieu, à quel moment. Enfin, les juridictions, oui, c'est pour ça que je vous dis que moi, mon point d'entrée, mais qu'elle soit rattachée à la Fédération citoyenne justice, pardonnez-moi, mais peu ne le savent pas. Et je crois que sur la présence outre-mer, par ailleurs, enfin voilà, je crois que très réellement, c'était pas le cas. Donc moi, qui ai une communication doublée, j'ai pas de difficulté avec ça, mais sur la définition et les modalités pour s'assurer de la bonne association du secteur associatif, pardon, c'est une sollicitation qu'on va devoir faire auprès des chefs de juridiction. Je ne vois pas d'autre point d'entrée. L'autre point, ça peut être la fédération. Enfin, j'insiste. Parce qu'on a un annuaire. Et je n'ai que 9 sites sur les 11 déjà. Oui, mais enfin, bon, d'accord. Il y a effectivement 2 sites outre-mer sur lesquels vous n'avez pas d'association, mais il y a quand même un certain nombre d'associations. Je suis effectivement preneuse, j'en avais déjà parlé, notamment dans la perspective de l'ouverture à d'autres sites, d'une cartographie précise. Moi, ce sera tout à fait preneuse. Juste, je voudrais simplement vous répondre par rapport à ce que vous avez indiqué. Vous indiquez que les sites expérimentaux vont recevoir un mail en vue de se voir appliquer la trame qui a été arrêtée. C'est bien ça, si je comprends bien votre propos. Meaux, nous sommes site expérimental. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis 2017, nous avons engagé un travail de fond avec les chefs de juridiction, avec les magistrats, pour reformater l'enquête sociale rapide aux réalités du terrain, aux besoins des magistrats, au plus près de la décision qui va être rendue par les magistrats. Comment envisagez-vous, par rapport à ce délai qui est très court que vous nous annoncez, la mise en œuvre d'un changement total de dispositifs sur des sites qui fonctionnent déjà très bien et qui réalisent la permanence d'orientation pénale 7 jours sur 7 ? Alors, effectivement, et vous faites bien de me le faire préciser, ce qu'on va solliciter, parce qu'encore une fois, c'est un temps extrêmement contraint, c'est d'avoir environ 5 à 10 cas d'utilisation de cette nouvelle trame sur un panel suffisamment varié. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un dialogue des chefs de juridiction et avec le service pénitentiaire d'insertion probation et avec le milieu associatif pour pouvoir les définir, ces cas. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, il faudra qu'il y ait 5 à 10 utilisations de la trame sur un temps court, un temps long, alors de la COPJ, on sera hors les clous, mais on peut l'imaginer dans une CPV, pourquoi pas, où là, pour le coup, on serait sur un temps un peu plus optimal pour pouvoir l'utiliser. C'est ça qui va être demandé dans le cadre de cette expérimentation. Donc on peut être, par rapport à ces 11 sites, sur environ 55 cas d'usage qui nous seraient remontés d'ici fin janvier, ce qui nous permet
malgré tout, de pouvoir avoir une certaine grille d'analyse de ces cas d'utilisation. C'est ça qui est demandé. Mais effectivement, encore une fois, et le message, et ça je le dis là, et c'est dans le message qui accompagnera cette expérimentation, c'est que les organisation ou désorganisation, on s'en excusera par avance dans le cas de cette expé, mais site pilote, ça implique aussi parfois ce type de charge qu'impliquerait l'usage de cette enquête, et pour la bonne tenue de cette expérimentation, ne préjugeant rien des évolutions organisationnelles que la loi du 23 mars impliquerait. Il va y avoir forcément des ajustements, puisqu'on demande notamment à ce qu'un juge d'instruction, qu'il puisse y avoir une ESR par un juge d'instruction. On va être dans certaines choses un peu artificielles, donc qui ne préjugent en rien effectivement à des évolutions sur les organisations qui seraient appelées par la mise en œuvre de la loi. Alors, je vais passer la parole à M. Cattel, le directeur général. Non, moi je voulais juste faire une observation, madame. Dans le cadre de ce test, il va falloir mesurer le temps aussi qui est en vue de la renégociation du prix qui doit venir impérativement. Et puis en complément, je dirais simplement que par rapport au calendrier que vous mettez en œuvre, qui quelque part est quand même un calendrier contraint, même si nous sommes cité expérimentale, voilà, on ne l'a pas non plus choisi quelque part. Il faut un temps de formation certain pour les intervenants socio-judiciaires qui sont enquêteurs sociaux et qui interviennent déjà, qui certes sont au fait, mais qui vont devoir aussi se former à la nouvelle trame. On arrive en période, vous le savez, de fin d'année. Donc pour une mise en œuvre en début janvier, même si j'entends que c'est 4 ou 5 enquêtes, ça me semble quand même compliqué. Moi, à ce jour, je n'ai pas été saisi des chefs de juridiction par rapport à cette question-là. Et on a eu bien la confirmation il y a 3 semaines, dans le cadre de l'évaluation de l'ensemble des missions de l'association, de manière partagée avec les chefs de juridiction, magistrats du parquet et du siège, que rien ne changeait, notamment sur la question de la permanence d'orientation pénale. Donc peut-être que ce point-là devra être clarifié, en tout cas pour ce qui concerne les sites pilotes. Ça marche, oui. Juste un mot. Alors, moi, je suis la directrice de la CGET 37, donc l'association de Tours, où soi-disant on est site pilote. Il se passe absolument rien. Pourtant, on dialogue avec le SPIP. J'ai rencontré le président du TGI de Tours, qui me dit que c'était à la réflexion, que pour l'instant on n'était pas associé parce que même le parquet n'avait pas vraiment réfléchi à la question et qu'on allait voir comment ça allait se passer en mars 2020. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a l'association d'Angers qui est aussi... Oui, en ce qui concerne Angers, donc moi j'ai interpellé donc, le président. Alors on n'a pas de procureur, il doit arriver début janvier. J'ai interpellé le président lors de la dernière conférence pénale qui m'a dit qu'il souhaitait qu'on travaille ça de notre côté, mais que pour l'instant lui il ne s'associait pas à ça, qu'il fallait qu'on revienne vers lui une fois qu'on aurait fait le travail éventuellement et qu'on aurait rencontré le SPIP. Mais moi j'apprends là qu'on est site pilote. Et donc, à aucun moment, on est venu me dire, attention, là, il y a de l'expérimentation qui va venir se faire sur Angers. Donc, je vous remercie de m'avoir appris, en tout cas. Je vais aller voir le président pour savoir si lui-même est au courant et qu'est-ce qu'il compte faire, effectivement, de cette expérimentation qui va être en cours. Donc, je pourrais peut-être en dire plus une prochaine fois, une prochaine réunion. Mais en tout cas, je la prends maintenant. Oui, bonjour, moi je ne suis pas site pilote, je suis le directeur du service de Nancy, l'association Réalise, et malgré tout, suite à notre dernière commission présententielle où Laurent, tu abordais cette réunion par rapport à cette trame, on en avait déjà parlé, donc je voulais mettre en avant la réactivité de toutes les associations qui sont fédérées, à savoir qu'on avait beau site pilote ou pas, on l'apprend aujourd'hui ou pas, en tous les cas, tous, à mon avis, solliciter les juridictions, et rien ne s'est passé. Et le procureur m'a dit, vous avez peut-être été un peu d'avant-garde. Alors, je voudrais remettre un peu le paquet, comme vous le disiez, monsieur le directeur général, que les questions des moyens, puisque c'est quand même
trotte. La question de la temporalité aussi est très importante par rapport à ça. J'imagine qu'effectivement, malheureusement, le 1er mars, il ne va pas y avoir une grande révolution. Et je voudrais témoigner, et je pense qu'on a tous ce sentiment-là, de notre capacité à avoir anticipé et à avoir voulu répondre à l'intérêt du justiciable. Moi, je suis très, très intéressé par le travail en amont avec les avocats, le rapprochement avec les avocats, dans l'intérêt du justiciable. J'ai quand même entendu ce matin qu'il y avait un gros travail, Madame la Présidente. Vous disiez qu'entre magistrats même, il y avait largement un gros travail. Voilà. Alors, je pense qu'on arrive toujours peut-être, je sais pas, j'ai peut-être le sentiment qu'on arrive toujours en bout de course et qu'il va falloir encore qu'on soit réactif. Je pense qu'on le sera, mais au risque, comme tu l'as dit tout à l'heure, Daniel, des risques financiers qui peuvent peser sur une association et c'est malheureux. C'est malheureux parce que je pensais que les premières personnes chargées de mettre en place cette loi de programmation étaient effectivement les juridictions elles-mêmes, sans vouloir nous réduire à simplement de la prestation, évidemment. Bonjour, je ne suis pas non plus site pilote, je suis chef de service du pôle socio-judiciaire de l'association Remède à Valence. Et en fait, j'ai juste envie de réagir un peu parce que nous, on est un peu dans le même questionnement. On a fait appel aux juridictions, au SPIP, au parquet. Pour les juridictions, ils nous ont répondu qu'ils n'étaient pas dans cette temporalité, qu'ils essayaient déjà pour janvier de mettre en place ces réformes qui rentraient en vigueur en janvier. Donc c'était un peu revenez nous voir en février. Pour le SPIP, ils sont dans l'interrogation comme nous. Donc il faut savoir qu'à Valence, l'association prend en charge toutes les POP du lundi au dimanche. Et du coup, le SPIP ne fait plus d'enquête sociale rapide. Et donc, eux, ils sont inquiets de se retrouver avec des enquêtes sociales rapides. Donc, en fait, personne ne sait. Enfin, tout le monde est un peu perdu. Et le parquet, pour l'instant, il ne se saisit pas non plus de nos appels. Donc, j'ai l'impression que tout le monde attend les décrets d'application qui risquent de tomber. Et du coup, voilà, j'aimerais savoir... est-ce que si on met en place des groupes de travail ou quelque chose, ce ne sera pas tout cassé par un décret d'application qui irait dans un autre sens, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que tout le monde a un peu peur, tous les intervenants ont un peu peur de ça. Donc voilà. Si je peux me permettre simplement, je crois que sur les juridictions, j'entends tout à fait ce que vous dites et on l'a constaté même nous à Versailles. Il ne faut pas hésiter aussi peut-être à faire appel plutôt au service de l'application des peines qui sont concernés en rétropédalage, comme je disais un peu ce matin. Et même nous, quand on a commencé à réfléchir à la question, le service d'application des peines nous a dit « Oh là là, est-ce qu'on va vraiment se mettre là-dedans ?» Bon, c'est long, c'est du travail. Moi, je ne crois pas du tout qu'il faut avoir peur d'un décret quelconque, puisque les textes, fondamentalement, ils sont déjà là et il va falloir qu'on les applique, même s'il y a des petites modalités qui changent. Et je crois que vraiment, cette anticipation, elle est indispensable. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse réforme sur les tribunaux judiciaires, hein, vous le savez sans doute, pour début janvier, les TGI deviennent tribunaux judiciaires, les tribunaux d'instance sont supprimés. Donc c'est vrai que les présidents de juridiction ont été complètement et massivement pris par cette réforme-là. Et c'est vrai qu'on est en décembre et que le temps n'est peut-être pas idéal, mais je pense qu'on peut lancer, enfin vous pouvez essayer de relancer pour début janvier au moins l'idée d'anticiper un petit peu dans les juridictions. Vous aurez peut-être plus de bonheur que jusqu'à maintenant. Donc moi je voulais intervenir, je suis chef de service dans la Vienne et peut-être un éclairage puisqu'on est en lien avec le SPIP et l'élément qu'on a c'est ils réfléchissent à une expérimentation avec le parquet via la API où ils seraient saisis pour les enquêtes pour tous les publics qu'ils accompagnent, que ce soit dans le cadre d'un tige, d'un bracelet ou en détention. Et donc, ils feraient ces enquêtes-là et les autres pourraient nous revenir. Alors, est-ce par là que va passer l'expérimentation en Vienne? Peut-être, puisqu'ils ont l'air d'avoir cheminé lors de dernières rencontres.
Donc voilà, je voulais amener cet éclairage-là. Donc on doit se rencontrer bientôt avec le parquet et le président du tribunal pour se pencher un peu sur les modalités, mais déjà ils ont mis ça dans la balance. En sachant que le SPIP en Vienne actuellement n'intervient qu'un week-end tous les 15 jours, le samedi matin, et 5 fériés dans l'année. Et sinon, toutes les autres enquêtes, c'est nous qui les réalisons. Oui, alors je vais être un peu sur la même tonalité. Nous, on a 2 sites pilotes, Marseille et Créteil. On a pris les devants à Créteil, c'est-à-dire qu'on a rencontré le SPIP du Val-de-Marne, dont le discours est de dire, ça se comprend, qu'ils attendent les décrets d'application. Ils n'avaient pas plus d'infos, ils ne connaissaient même pas la trame proposée par la DAP. On a pris les devants aussi sur le SPIP 93, qui n'est pas, c'est pas un site pilote Bobigny, mais pour anticiper. Par ailleurs, nous on a un peu la tête sous l'eau, puisque en dehors de la question de la trame, du partenariat, je vais passer la parole à ma collègue de Marseille sur les échanges qu'il y a eu aussi avec le SPIP et la juridiction. On est confronté, enfin tant mieux, on nous demande de faire beaucoup plus d'enquêtes sociales rapides, vu cette politique pénale qui est intéressante, mais ça veut dire pour l'année prochaine 3500 enquêtes sociales rapides en plus, et en perspective 8 à 10 000, et puisqu'il faut voir les CPV-CJ, les CPV, puis les COPJ, c'est très bien. Hein. Mais en fait, on a un stade où plus on va faire d'enquêtes, plus on va être déficitaire vu les conditions d'intervention. Donc il faut vraiment, je rejoins mes collègues des diverses associations, il faut que la tarification soit réévaluée, que ce soit des petites ou des grandes juridictions, vu le contenu qui va être bien plus important. On a vu tous les thèmes, les rubriques à rajouter, et il n'y aura pas toujours des aménagements de peine. Il faut garder quand même une partie évaluation du parcours, mais c'est vrai que la trame proposée par DAP permet dans certaines rubriques de parler aussi de l'historique des personnes. Et donc tout ça additionné fait que c'est quand même assez compliqué. Je passe le micro à Véronique. Oui, donc je suis chef de service pour l'APCARS à Marseille. Donc effectivement, nous sommes site pilote Marseille et Aix-en-Provence. Donc on a eu une première rencontre SPIP départementale et association, donc Aix-Marseille, pour faire le point. Pour l'instant, nous sommes les associations, sont les seules à faire les enquêtes sur tout le département. Le SPIP n'intervient plus depuis de nombreuses années. Donc là, on s'est rencontrés pour savoir effectivement si le SPIP réintervenait, sur quoi il pouvait intervenir. On n'a pas tiré de conclusion, mais on a vraiment fait un point sur l'ensemble des mesures, puisqu'il nous a été dit par la juridiction qu'on sera mené à faire des enquêtes rapides pour toutes les mesures. Donc CRPC, CPPV, instruction, comparution immédiate, on en fait déjà beaucoup, et COPJ. Donc, nous avons quelques jours plus tard eu une réunion avec l'ensemble des partenaires magistrats, donc le SPIP, l'association et toutes les personnes concernées, c'est-à-dire président du tribunal, procureur, les JAP, les présidents de chambre correctionnelle, le parquet, l'exécution des peines, les juges d'instruction. Donc, tout le monde était présent. Et on a remis à plat toutes les mesures et en voyant, en fonction des contraintes, des possibilités, entre le SPIP et l'associatif, qui pouvait faire quoi. Donc, on a à peu près établi un calendrier de ce qui pourrait être fait à partir du mois de mars. Et on doit donc se rencontrer pour travailler là sur les moyens de le mettre en œuvre et sur le formulaire, savoir vers quoi on tend. Mais là, on a vraiment commencé à travailler et on devrait effectivement expérimenter au début de l'année pour être opérationnel. Parce que pour eux, malgré leur charge de travail, effectivement, au niveau du tribunal, on sent qu'ils ont beaucoup d'autres préoccupations que cette mise en place actuellement. Mais c'est quand même pour eux une évidence qu'il faut être opérationnel au début mars et que je pense qu'ils se mettent en ordre de marche pour pouvoir fonctionner dès le début mars dans les nouvelles obligations qui vont leur être faites au niveau des jugements à venir. La fédération attire l'attention depuis maintenant plusieurs mois sur cette question des volumes que tu as évoquée, Pascal. Il ne faut pas oublier qu'on est bientôt en fin d'année. Alors la fin d'année, ça a quand même des avantages, et notamment le fait qu'on fait des statistiques en fin d'année, et nous comme les juridictions. Donc il faut aussi se saisir de ce moment-là de la fin de l'année
pour tirer des enseignements de ce qui a pu être vu et ce qui a pu être observé sur l'année pour se projeter sur l'année d'après. Parce que la question du volume est vraiment une question centrale. C'est-à-dire que tu évoquais un problème de financement à l'acte et d'actes non revalorisés depuis quelques années et qui conduit les associations à être dans des situations parfois déficitaires. Plus le volume est grand, plus le déficit est grand. Donc il y a effectivement un enjeu majeur autour de cette question et de volume et de tarification que vous avez soulevé. Il y a un enjeu autour de l'anticipation et de l'apprentissage, de comment on va faire dans cette nouvelle version. Et presque, je dirais, la trame, on verra après. Oui, et puis peut-être un dernier point de complément aussi sur les 2 réunions auxquelles nous avons été conviés, Citoyens et Justice, sur cette question de l'enquête sociale rapide. Nous avons effectivement souligné combien les échanges devait se faire aussi en présence de la DSJ, de manière à ce que cette question de la renégociation de la tarification, voire même de l'anticipation des volumes, parce qu'on sait que l'augmentation des enquêtes sociales rapides va mécaniquement avoir un effet sur les frais de justice qui vont devoir être versés. Et à ce stade, pour le moment, il n'y a pas encore eu, la DSJ n'est pas encore associée à ces échanges-là, mais ça nous semble véritablement être quelque chose d'absolument indispensable dans les futures réflexions.